Pas très sympa de mal parler de quelqu'un de l'Union, Alexis. Ah, Nous sommes divisés. L'enjeu, c'est pas de savoir qui c'est qui aura la plus belle tombe du cimetière de la gauche. L'enjeu, c'est de gagner. Alexis C'est ça qui Corbière, m'intéresse. dans les... tu penses que Méluche sera pas candidat? Pour moi, il fait tout pour pas l'être. Pour moi, si actuellement LFI... Pour moi, en fait, j'ai littéralement envie de dire, les gens, on a remarqué que ça serait pas lui. Genre, ça se voit de plus en plus qu'ils font tout pour que ce soit Manuel Bompard. Il est vieux, le papy. Non, mais déjà, il est vieux, mais puis même, ils font tout pour faire monter Bompard. Ils font tout pour que Bompard ait une aura médiatique. Ils le font aller dans tous les débats, etc. C'est lui qui a été au MEDEF. C'est lui qui parle le plus. Il veut passer la main et vivre sa retraite. Moi, je pense qu'il s'est lui-même fait avoir aussi par les discours de « personne ne veut voter Mélenchon ». Je te trouve assez d'élu là-dessus. Mais pour moi, il dit pas que c'est lui parce qu'il ne veut pas, en fait. Mais c'est quoi cette théorie nulle? Ce n'est pas une théorie, hein. On fait monter quelqu'un avant de le faire élire. En vrai, Osef, on verra. Bien évidemment, Osef, on verra. Mais pour moi, les gens qui disent « on sait très bien que c'est lui, c'est évident », moi, je ne le suis pas autant. Moi, je trouve que rien n'est évident. Qu'il y a vraiment un monde où c'est Bompard qui va. D'ailleurs, il y a même un monde où Mélenchon n'a plus la santé au moment de la présidentielle, en fait. Faut voir tout ce que le vieux s'est pris dans la gueule au fil des ans, ça use aussi. Bah, la santé, bon, si vous voyez Mélenchon en vrai, les gens, il est un peu vieux. Hein. Et ça se voit vraiment en vrai. Mélenchon s'est même retiré des élections législatives. Oui et non, tu vois, il s'était présenté contre Le Pen parce qu'il savait qu'il allait perdre, mais en quoi c'est une théorie nulle, vous sondez les âmes? Mais en fait, je sais pas, dis pas ça. Mais je m'en fous. Même moi, je préférais que ce soit Mélenchon, mais si c'est Bompard, ça me va très bien. Si c'est Panot, ça me va très bien. Si c'est Guettet, ça me va très bien. Si c'est qui que ce soit de LFI en qui j'ai confiance, ça me va très bien, en fait. Je m'en fous. Que Mélenchon soit mon président ou pas, je veux juste que ce soit un insoumis. Ou quelqu'un en qui j'ai assez confiance pour appliquer un programme qui va ne pas nous laisser mourir, en fait. Je sais pas, j'ai confiance, en fait, en la strate. S'il était président en 2027, le vieux aurait 87 ans en sortant. C'est ça le truc, c'est qu'il est vraiment vieux. Hein. Ça se voit qu'il est fatigué. Sans lui, ça fait mal. Sur ça, mais on peut pas dire. Après, si c'est Mélenchon, ça me va aussi. Coquerel, mais ça me va, les gens. C'est pas défaitiste, au contraire. C'est que pour moi, Mélenchon, il a assuré sa relève, en fait. Et ça me dérange pas. Il faut juste pas une guerre d'héritage. Je pense que la purge, elle est aussi liée à ça. Hein. Sont virés du parti aussi ceux qui veulent par-dessus tout une place. S'ils envoient Bompard, Guettet ou Panot, ça me va. Mais oui, moi, s'ils m'envoient un unioniste qui connaît le programme, bon, bah, ça me va. Un unioniste LFI, je veux dire. Dans les médias, et vous l'avez dit tout à l'heure, les macronistes et puis peut-être les socialistes aussi appuient beaucoup sur l'anti-mélenchonisme. Vraiment, c'est vraiment quelque chose qu'ils font monter. Comment est-ce que vous, avec l'après, vous vous situez sur ce sujet alors même que vous avez créé le mouvement en réaction au comportement de Jean-Luc Mélenchon? Non, mais ça fait 3 fois que tu me présentes des choses comme ça. Non, je n'ai pas créé un mouvement en réaction. Je cherchais à mener une bataille stratégique au sein de la formation. J'ai perdu cette bataille. Et comme je suis un militant, je continue à agir et j'ai fabriqué un outil pour continuer à agir. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que l'anti-mélenchonisme, pour mettre deux extrêmes dos à dos, c'est là-dessus que je voulais vous faire réagir. Oui, mais... Hollande n'a pas eu tant besoin de ça de monter médiatiquement pour être élu en 2012. Ah bah si. Ah bah les gens, je vous rappelle la tête d'Hollande en 2012, s'il vous plaît. T'es mal, frère, comme il est maigre. Le bouc a fait un régime, une sèche littérale pendant des mois pour être plus présentable. Parce que tout le monde sait que le beauty privilège, ça compte. Qu'il faut avoir l'air le plus beau possible pour gagner. D'ailleurs, c'est comme ça aussi un peu que Macron a gagné. Hollande, il a bossé la strate médiatique de fou. Ah. Le vieux, c'est très bien d'expérience, et l'expérience douloureuse en plus, qu'il ne faut pas miser trop sur un seul et unique successeur, donc il faut monter plusieurs gens dans le parti, mais sans non plus générer une guerre d'héritage. Oui, exactement. C'est pour ça que le programme est le plus important à LFI. Moi, je voterai pas pour le papy, Guettet, ça me va. Eh ben, à la Zaël, moi, je vote vraiment pour un programme. Je m'en fous de qui l'incarne. En fait, je vous explique. À partir du moment où ma vie en dépend, je m'en fous. Que ce soit Mélenchon, le papy, qui est peut-être un peu trop vieux, et oh là là, il crie fort. Je m'en fous. Je pense que le fait de ne pas mourir et d'avoir moins de gens qui meurent dans la rue, c'est quand même plus rapide. Il a démarré 2 ans avant l'élection, Hollande, tout le monde disait c'est trop tôt. Je m'en souviens. Bah oui, il a fait beaucoup de choses, ouais. Ok, autant pour moi, j'avais pris le temps de répondre. T'inquiète. Juste, s'il canne pendant son mandat, c'est Larcher qui le remplace. Oui, bah, je pense que dans un monde où Mélenchon gagne la présidentielle, c'est pas forcément Larcher le sénateur officiel, tu vois. Il y aurait peut-être plus de municipales LFI dans ce monde-là.
On est mieux reçu dans les médias déjà. Non mais je ne peux pas dire d'autre. Je ne peux pas dire autre chose que je suis pour l'unité de LFI jusqu'au PS. Voilà. Je ne suis pas d'accord quand le Parti Socialiste dit... Quand le Parti Socialiste dit sans LFI, je ne suis pas d'accord. Et je ne suis pas d'accord non plus quand... Je ne comprends pas pourquoi Jean-Luc est passé au journal de France 2 il y a quelques jours pour dire, avant que le Cornu soit nommé, surtout ne nommez pas un socialiste à Matignon. Non, je ne suis pas d'accord. Bah parce que même s'il avait dit oui, Macron l'aurait pas fait. Alors, ça ne rime à rien tout ça. Ça ne rime à rien. Parce que si le PS va pendant 2 ans être Premier ministre et qu'il ne peut rien faire, les gens vont se rendre compte que la gauche c'est des menteurs et que ça sert à rien. Et du coup, ça serait même tuer le PS dans l'œuf s'il décidait d'aller au gouvernement. Mais Alexis... Oui, en plus, je suis même pas sûre qu'il ait dit ça, mais... Voilà ce que j'ai à dire. Bah oui, mais... Il a pas dit ça exactement. Ouais, je pense qu'il a plutôt dit... Si vous y allez... Bah Macron, il vous laissera pas faire ce que vous voulez non plus, quoi. En soi, il aura sauvé la mise. Non, mais en soi, ça ne dépendait pas de ce que disait Mélenchon. Hein. Je pense pas que Macron était devant TF1 à se dire... Est-ce que Mélenchon peut me donner des conseils ? Il a pas dit ça, en effet. Il a dit qu'il voulait pas d'un gouvernement qui n'est pas aligné sur le programme du LFP. Oh bah Alexis Corbière assume, du coup. Massy reprend pas. Ah bah. Ce qu'il y a de bien à la fête de l'humain, c'est qu'on peut discuter. Je comprends que ce que je vous dis vous semble être un chemin difficile, voire pas crédible. Mais j'ai la conviction profonde, et on verra, mais que nous sommes dans un moment, je vous assure, toutes les digues qui ont structuré la vie politique depuis 1945 ont rompu. Retailleau, chef de la droite, c'est un signe politique très fort, que l'union des droites va avoir lieu. Et vous savez bien que ce qu'on appelle l'union des droites, c'est l'alliance électorale entre l'extrême droite et la droite. Ils sont en dynamique, ils ont des outils extrêmement importants. Je ne pense pas que l'union de la droite, ça va arriver d'avance, mais ok. Et le PS serait adapté au macronisme aussi. Pardon ? Le PS aurait pu s'adapter au macronisme aussi, à conduire les mêmes politiques, etc. Il n'y aura pas d'union de la droite, même, mais... En fait, il y a une vraie crainte de la social-démocratie. C'est quand même... Mais on est d'accord, mais vous voulez qu'on fasse l'histoire des trahisons du PS ? Il n'y a pas de problème, il y en a plein. 83. En 1936, Léon Blum, il n'a pas donné des armes à l'Espagne. Dans les années 60, Mitterrand est celui qui a fait guillotiner Fernand Yveton, militant communiste. Tu veux que... Dans les années 80... Bon, une fois qu'on a dit ça, et ce qui est vrai... Une fois qu'on a dit ça... C'est en cours. Si, Sarko a fait des appels le pied au RN, oui. Et ensuite, le RN a dit non à Zemmour quand ils ont fait l'union de la gauche, d'ailleurs, l'union de la droite. D'ailleurs, Sarah Knafo a été suppliée sur BFM TV il y a genre une semaine. Et ils disent toujours non. Reconquête, c'est quand même 7%. C'est quand même déjà plus que Valérie Pécresse, c'est 4%. Et le RN ne veut pas non plus s'allier avec le... Non, si, le RN aimerait bien s'allier avec LR. Mais LR ne veut pas s'allier avec le RN parce que ça serait se mettre une balle dans le pied dans le fait que beaucoup de gens ont encore cette posture morale de dire qu'ils veulent pas voter RN. Notamment une grande majorité des macronistes qui voteraient pour le programme du RN si on ne leur disait pas que c'était le RN. C'est uniquement de la posture morale, je suis d'accord avec vous. Mais LR le savent. S'ils n'y sont pas allés la première fois, c'est pour ça. Et vous me parlez de Sarkozy. Qui il est ? Quelle ligne il représente ? Qu'est-ce que c'est, Sarkozy ? Ils votent pas RN, mais du coup, la droite leur a tout pris, c'est tout pareil. Je suis d'accord avec vous, mais ça fait que ça sépare des voix. Pour moi, ils ne vont pas... Et on t'entend pas. Et on peut aussi discuter de la manière dont le mouvement communiste, à travers l'histoire, et notamment l'Union soviétique, a dégénéré dans quelque chose qui est le contraire même de notre idéal. Donc tout ça, on peut en discuter, mais en 2025, malgré tout, les gens qui votent PS sont des gens de gauche. Les gens qui votent école... Oui. Que vous le vouliez ou non. Si, moi je suis d'accord avec ça. Même si... S'il vous plaît, laissez-le terminer une phrase. Et surtout, je le répète, vous allez me trouver très défenseur d'Olivier Faure, mais aujourd'hui, je vous assure que le Parti Socialiste, par rapport au parti que j'ai connu dans les années 90, qui était ultra pro-européen, etc., est plus à gauche que ce qu'il était il y a quelque temps. Je vous assure. Oui, c'est la vérité. C'est la vérité. Même si c'est quelque part l'aile droite du NFP. Là, je suis pas d'accord, mais... Le Parti Socialiste. Mais c'est une composante de ce que nous avons à rassembler. Alexis Corbière. Toute notre histoire est là, camarades. Le problème n'est pas de cultiver la radicalité. Le problème n'est pas de créer une avant-garde. Le problème que nous avons à régler, c'est de créer une grande majorité populaire, écologique et sociale qui l'emporte. C'est ça l'enjeu. C'est pas d'être le chef de l'extrême gauche. C'est pas de se dire qu'on est les plus radicaux. C'est comment on sort. Juste un petit message pour dire de penser à t'abonner, de penser à nous rejoindre sur Twitch si jamais, et surtout, si t'as les moyens, et si tu peux soutenir mon travail, directement faire un don sur PayPal. Merci YouTube. Cultiver la radicalité. Le problème n'est pas de créer une avant-garde. Le problème que nous avons à régler, c'est de créer une grande majorité populaire, écologique et sociale qui l'emporte. C'est ça l'enjeu. C'est pas d'être le chef de l'extrême gauche. Ouh, les extrêmes, les filles extrême gauche.
c'est pas de se dire qu'on est les plus radicaux. Donc LFI, c'est d'extrême gauche parce qu'ils sont pas racistes, c'est ça? Mais oui, l'enjeu, c'est pas les idées, c'est juste de gagner. Ok, je déteste cette vision de la chose. Genre, c'est en mode, ok, bah on rejoint Macron alors, il a du buzz. C'est pas ce qu'il dit. Ouais, il dit, faut pas, c'est pas devenir l'extrême gauche, qui veut dire. Après, on pourrait être l'extrême gauche, moi ça me dérange pas, hein. Il y a un parti à 22%. Hein. Et comment on sauve ce pays, ce grand pays, qui peut basculer dans l'extrême droite? Tout le reste, pardon de le dire vulgairement, c'est du gauchisme. Du gauchisme. Et moi, je suis pas d'accord. Oui, ce que j'appelle gauchiste, c'est l'incapacité à comprendre les rapports de force. Les camarades qui sont syndicalistes le savent. 22%, 2%, il est peut-être quelque part le rapport de force et t'arrives peut-être pas à le comprendre, mais bon. Dans une boîte, quand on mène une lutte, on remporte une victoire, et il y a un moment où il faut savoir apprécier les rapports de force. Et quand on engrange des victoires, c'est utile. J'ai l'impression que le rapport de force est en faveur de LFI dans votre bail d'union. Donc allez derrière eux ou ferme ta gueule à essayer de nous faire apprendre c'est quoi un rapport de force, mon ref. J'ai l'impression que tu ne comprends pas ce qu'est un rapport de force. Il parle comme si on vivait dans un monde parallèle. Pour la lutte. Et il y a parfois des copains plus radicaux qui veulent toujours continuer, même quand ils sont isolés. Et nous, quand on dirige la lutte, on doit créer les conditions qu'on avance tous ensemble. C'est une vieille histoire. Ah ben avançons avec Macron et le RN alors. Même l'histoire de la Révolution française, l'aile la pure, les enragés, Bon, mais nous, on doit faire avancer tout le monde. Je vous assure, si on ne fait pas ça, on va dans le mur. Toute l'histoire de mouvement ouvrier du XXe siècle nous l'apprend. Toute l'histoire. Relisez les années 30 en Allemagne. Les nazis progressaient et les socialistes et les communistes se tapaient dessus à coups de barre de fer. Pour essayer de s'unir, oui. Traité de social traite, ce traité... Dans quel but? Et les nazis ont brisé la résistance ouvrière d'un des pays où elle était le plus puissant. Donc ne rions pas avec ça. C'est sérieux, vraiment. Et les socialistes, ils ont rejoint qui? Question d'autant plus sérieuse parce que je sais qu'on prend ça très au sérieux, la question médiatique et la question de si la gauche arrivait au pouvoir, elle aurait en face d'elle un mur, elle aurait en face d'elle un feu nourri, un feu roulant dans les grands médias, etc. Ça, en plus une question qui s'est posée aussi en 81, qui s'est bien réglée, mais est-ce que la police va obéir? Et comment on réforme les médias d'extrême droite, la police, alors même qu'on se retrouve au pouvoir, comment ça ne nous fragilise pas directement? Et comment on prend la question? Pas par décret, les décrets là ça suffit pas. Comment on prend la question, comment on prend l'opinion, comment on la prend politiquement? Est-ce qu'on suscite, je sais pas, des assemblées citoyennes, tu vois ce que je veux dire? Ça va être coton. Ah mais ça va être coton. Ça va être coton. Pourquoi Usul milite pour la démocratie interne là? Guzman s'est auto-vaincu qu'il est la force de tête à gauche après les européennes. Il est en tête à gauche. On va pas faire une épaisse là. Je suis en tête à gauche. Il y a un inversement des rapports de force. Je tiens à vous rappeler, hein. Coton. Moi, que les choses soient claires. Nous sommes dans un moment où il n'existe aucune solution stable. Aucune. Ouais. Tous les copains qui veulent participer à une solution de bricolage et de stabilité, là, je vais m'adresser aux socialistes. Mais il est free, le bus. Pas dans la période, ça ne marchera pas. Toute solution nécessairement se place dans un moment de dynamique politique. Et tu as pointé ce que je crois être une des clés. Nous avons besoin d'avoir une société mobilisée pour avancer. Oui. Ce que j'appelle une société mobilisée, c'est une société qui, par moment, est mobilisée par, pourquoi pas, des assemblées populaires dans toutes les villes, qui manifestent pour créer un rapport de force sociale pour appuyer un éventuel gouvernement NFP. Tu veux dire que l'extrême droite a plus progressé dans les médias et dans la police que ses idées n'ont progressé dans la population, donc il faut jouer la population contre ce... L'extrême droite a progressé dans la société, mais je continue à penser, il y a aujourd'hui 49 millions d'électeurs, il y en a 33 millions qui se sont mobilisés lors des dernières législatives, et l'extrême droite a rassemblé, on va dire, si j'ajoute Zemmour, 11 millions d'électeurs. Donc il y a encore une majorité, si je puis dire, qui ne vote pas pour elle. Mais on voit bien qu'elle est en dynamique. Mais nous avons, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a les 9 millions qui sont déjà cette puissance. Mais on doit convaincre au-delà. Moi, par exemple, je regrette que le NFP, je parle beaucoup de ça, mais depuis un an, n'ait pas fabriqué des affiches pour populariser des parties de notre programme. Ce que nous disons là-dedans, sur l'école, l'hôpital, etc. On n'a pas fait... Faudrait peut-être coller les affiches chez les députés PS. Pour qu'ils s'en rappellent du programme. Parce qu'on va pas coller un programme qui n'a plus lieu, en fait. Un programme que Valo a dit « je ne suis plus d'accord avec ». Pourquoi, du coup, Alexis? Pourquoi? Mais ils ont trahi. Le programme n'existe plus. Pourquoi on va le coller? On va demander au PS de coller des affiches qu'ils ne respectent pas? On va demander au PS d'aller coller une affiche pour la retraite à 60 ans. On va demander au PS d'aller coller une affiche Free Palestine. Bon.
100% ça aurait été les affiches IA, en plus ça ira, merci. Bon, je pense pas, mais un programme que la moitié du NFP a travaillé en une semaine après les élections. Oui, c'est ça le truc. Demander de défendre LFI face aux journalistes, arrêter de dire qu'une affiche sur Cyril Hanouna est antisémite, ce genre de choses. Ce travail. On aurait dû regarder dans les circonscriptions où l'extrême droite est très haute et dire là, on va travailler dans ces endroits, on va créer des réunions, des mobilisations Oui, Guinness. J'en ai marre des militants qui parlent que de communication et d'arithmétique et pas de politique. Ouais. On sait pas pourquoi, mais on se bat. On sait pas pourquoi, mais on sait comment il faut faire. Bah, après, on n'a pas de programme. Mais on sait comment le pousser, notre programme. Donc il en faut juste un, en fait. Réponse. Pourquoi elle l'a pas fait? Elle l'a pas fait parce que rapidement, les logiques d'appareil sont revenues et que je pense que beaucoup de camarades ont considéré que l'existence du NFP, qui obligeait en quelque sorte qu'on discute, ne plaisait pas à certains qui voulaient reprendre le contrôle, si je puis dire, du fait que leur appareil était la seule boussole pour la période qui vient. Voilà. Et la responsabilité est très partagée là-dessus. Il n'y a pas qu'une seule force politique. Tu parles de rapport de force sociale. Quel est le regard que tu portes sur la mobilisation du 10 septembre? Est-ce que pour toi c'est Merci Lupus pour le savoir-faire à Guinness, merci beaucoup. Début, est-ce que c'est un succès? Analyse bancale, ouais. Moi, je vais vous dire un truc, et je vais me faire huer. Je pensais que le 10 septembre allait être un échec. Vraiment. Parce que les copains qui étaient là-dedans me disaient que c'était vraiment dans les réseaux, il n'y avait pas de parcours et tout. Donc je trouve qu'il y a eu, le 10 septembre, quelque chose qui a été très intéressant et très significatif. Très significatif. 250 000 personnes qui manifestent dans toute la France uniquement à l'appel de réseaux de trucs, c'est significatif. Et ça montre une disponibilité pour l'action. Donc je trouve que cette journée que je craignais, je pensais que le Retailleau allait multiplier les provocations, qu'on allait avoir des images de casse, de violence, de bagnoles qui crament, un truc qui démoralise complètement, c'est pas ça qui a eu lieu. Et je trouve que le 10 septembre est utile et a montré une grande disponibilité. Mais c'est significatif qu'ils pensent ça. Bah les gens, arrêtez. J'en ai vu des gens dans mon chat penser que ça allait être un flop. Ça va, il admet au moins que ça l'a pas été. Le 10 septembre doit venir enrichir la grande journée du 18 septembre. Ah, ça par contre c'est significatif. Et donc on doit trouver les directions... Oh. Ah oui. Ah oui. Donc ils pensent que la révolution citoyenne passe plus par les syndicats que par le peuple. Ils pensent que c'est le peuple de gauche qui va faire une révolution citoyenne et pas le peuple entier. Ça n'a pas été un flop. Non, ça n'a pas été un flop, je trouve que ça a été surtout un flop à Paris. Mais en vrai, il s'est passé plein de choses en province, c'est juste ça. Pour moi, le 10, c'est un flop. Parce que vous êtes trop parisiano-centrés. Les syndicats doivent comprendre qu'aujourd'hui... Oui, pas besoin de se battre, il y a les syndicats, quoi. Il y a 8%. Alors, les gens, il y a 8% de la population française de travailleurs qui est syndiquée. Voilà, donc c'est 8% de la population, avec un peu d'ajout de gauchistes qui sont pas syndiqués, qui vont aller manifester le 18. Donc en fait, pour vous, c'est plus avec une manif sur laquelle on prévient, avec laquelle on a un cortège ou juste on défile, et appelé par les syndicats, dont uniquement 8% de la population des travailleurs est syndiquée. Bon, c'est autant de monde que la deuxième manif Gilets jaunes la plus grosse. Non mais même, sur les 8%, ils vont pas tous y aller, quoi. Oui. Et je te parle de 8% des travailleurs, pas 8% du peuple. Donc on compte pas les chômeurs, c'est pas tous les actifs. Il y a des secteurs qui ne se mobilisent plus à l'appel des directions syndicales. Et de la même façon, les copains qui étaient très présents sur les réseaux doivent comprendre qu'on a besoin du mouvement ouvrier organisé des syndicats pour être puissant. Donc tout doit se compléter. C'est une manière de te répondre. Le 10 septembre, c'est bien, mais il faut être plus fort. Et on ne pourra pas être plus fort sans aussi l'unité du mouvement syndical. Donc tous présents le 18 septembre, on continue. Parce que dans beaucoup de boîtes, se mettre en grève, il faut que le syndicat... Donc ça monte. Et là aussi... Et après le 18, on fait quoi ? Parce qu'en fait, moi, je trouve vraiment que le 18, ça nous a mis le plomb dans l'aile. Et oui, je cotise, j'ai le droit de critiquer. Je trouve vraiment que le 18, ça nous a mis un plomb dans l'aile. L'organisation et l'appel à se mobiliser le 18, alors que, je sais pas, les syndicats, ils auraient pu dire le 11 ou le 12, si vous voulez pas dire le 11 septembre. Mais ce que je veux dire, c'est que, du coup, ça a fait qu'il n'y a pas eu de reconduction. Genre, peut-être que ça aurait pu durer sur plusieurs jours, mais non. Parce qu'il fallait attendre le 18 maintenant. On sait pas quoi faire, on n'a pas de consigne claire. Ou le 10, oui, appelez au 10. Sauf que là, en fait, il va se passer quoi après le 18 ? Il faut parler, tu sais bien, vraiment, les grèves parler. Oui, c'est la texte, t'inquiète. 100% réel, plus fête de l'humain, un PB. Non, pas forcément, mais je veux dire, le 26, le 21. Non, je pense que... j'aimerais bien que ce soit le 19. Mais en fait, là, on s'est retrouvés avec des gens qui, le 10 ce soir, sur des télégrammes, ne savaient pas ce qu'ils devaient faire le lendemain. S'ils retournaient vraiment au travail, s'ils allaient faire une manif, s'ils allaient faire une grève, ils ne savaient pas. Là, on va se retrouver sur le 18.
Il va se passer quoi après ? Il y a le 21 septembre aussi. Ah ouais, l'appel de qui ? Enfin, j'ai pas vu de truc sur le 21, moi. Enfin, les gens, j'ai peur qu'on ait tué déjà le mouvement dans l'œuf, hein, mais c'est pas grave. Comprenons les rythmes de la mobilisation. Comprenons-les. Il faut nourrir le mouvement, pas lui fixer des objectifs inatteignables. Les choses avancent et je crois que c'est une bonne nouvelle. Mais est-ce que Vraiment, enfin, les gens... Les grèves perlées, c'est ce qui a démobilisé les gens hein, pendant la réforme des retraites. Donc, je sais pas. C'est les nombreux mots d'ordre qu'il y a dans ces mobilisations, bloquons tout, que la mobilisation syndicale. Est-ce que vous rajoutez un mot d'ordre qui est celui de Macron destitution, parce que vous avez signé la motion de destitution du président de la République ? Mais moi, je suis pour que Macron s'en aille. Un problème de faire ça le lundi 10, trop éloigné du week-end. Mais c'était le mercredi. Et une grève, si on fait une vraie grève, ça risque de durer des semaines entières. Après, moi, je vous dis ça, je suis auto-entrepreneuse, je perds rien à faire une grève. Donc, je ne vais éviter de donner des conseils, mais pendant la réforme des retraites, j'étais prête à tout envoyer chier pendant des jours et des jours. Mais le fait que ce soit tous les mardis, ouais, vraiment, tu te lasses, quoi. Surtout quand il se passe rien, c'est que ça met tellement un temps long. Oui. Là aussi, pourquoi j'ai signé Macron destitution ? Parce que je suis pour son départ. Maintenant, on va se parler aussi clairement. Il faut les 2/3 du Sénat pour que Macron soit destitué. En l'heure actuelle, en fonction de nos institutions, c'est un mot d'ordre d'agitation politique qui me va, mais ne faisons pas croire que dans le Sénat et l'Assemblée nationale, on va l'obtenir. Il y a quasiment plus de possibilités que Macron démissionne, ce qui est possible. Je rappelle que le fondateur de la Ve République, le général de Gaulle, avec une assemblée qui lui était très favorable après 68, a démissionné en 1969. Ouais. Donc on peut avoir un moment politique où Macron, en raison des mobilisations sociales, ne peut plus rien faire d'autre que de démissionner. Bon, donc c'est une manière de te répondre. Oui, j'ai signé Macron destitution, mais oui, c'est que le mouvement Macron social destitution. qui pourra l'obtenir. C'est pas un jeu parlementaire dans le cadre du Sénat et l'Assemblée nationale. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc voilà, c'est utile pour se mobiliser. Alexis Corbière, en parlant d'union de la gauche, Raphaël Glucksmann n'a pas appelé au mouvement du 10 septembre. Et effectivement, on se doute que si le mouvement grossit encore, c'est une façon de dépasser le Parti socialiste sur la gauche. Puisqu'il y a quand même les élections municipales qui se profilent, comment se situe l'après par rapport à ça ? Est-ce que vous allez... Oui, il n'y a que du CSC, son intervention. Il dit tout et son contraire à 2 phrases d'écart. Une fois pour le reprocher à LFI, une fois pour reprocher l'inverse à LFI. C'est la faute des syndicats qui ont voulu saboter. La plupart des syndiqués le disent, que leur direction ont fait de la merde. Ça se limite pas aux syndicats, en fait. Les gens s'organisent en dehors, on n'a pas besoin d'eux. La majorité des gens sont d'accord que c'est très éloigné et qu'on doit continuer, t'inquiète. Mais oui, je sais. Après, moi, vraiment, je suis en soutien avec les syndics. C'est aussi pour ça que, je dois me battre, ne vous inquiétez pas. Mais il y a ce truc de... Moi, j'en suis arrivée à un mouvement... de mon révolutionnisme, je reste réformiste. Mais ma vision révolutionnaire, elle est plus par... Quand 30% du peuple vote RN, on n'est plus à demander que ce soit la gauche qui lance une révolution. Ça peut sembler bête, hein. Je ne dis pas que je suivrai une révolution lancée par Marine Le Pen ou même par Macron, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est en mode... Ça doit venir de quelqu'un random du peuple et suivi par tout le monde, en fait. Une révolution, ça sera pas... On va pas faire la révolution entre gauchistes. On va faire la révolution entre pauvres. Pourquoi t'es plus réformiste que révolutionnaire ? Non, je suis plus réformiste parce que je ne veux pas de révolution, moi. Mais si, j'ai peur. La révolution, c'est pas quelque chose d'enviable, les gens. Le résultat de ce que peut donner une révolution, c'est enviable. Le moment révolutionnaire où on est littéralement à sacrifier nos corps. En fait, si vous voulez la révolution, demandez-vous juste d'abord si vous êtes prêt à aller sacrifier votre vie pour la lutte. C'est horrible dit comme ça, hein. Mais est-ce que vous seriez prêt à mourir pour la lutte ? Parce que c'est ça une révolution. Oui. Moi, je sais pas. Et je sais pas si je serais prêt à sacrifier mes camarades pour la lutte. Parce que mes camarades acceptent la mort pour la lutte. D'ailleurs, allez donner votre sang. On sait jamais, pour la lutte. Oui, mais j'ai une mort... Oui, mais de mort lente. Je sais pas. Mais est-ce que vous êtes prêt à vous survivre à vos potes qui se battent pour la lutte ? Je sais pas. En fait, c'est genre... Peut-être que j'ai trop d'affect et c'est ça qui me rend réformiste. Si on n'a pas le choix, oui, si on peut réformer avant d'en arriver là, c'est mieux, je suis d'accord avec toi. Bah c'est ça le truc. C'est que s'il y a une révolution qui se lance, vous me verrez. Je suis au manif, on peut tous perdre un œil au manif avec des LBD, des trucs comme ça. C'est prendre un risque en soi. Mais est-ce que je suis prêt à ce que ma daronne ou ma sœur... C'est que de l'affect pur, ça. Je sais que c'est pas forcément rationnel, mais les affects sont là. Est-ce que je suis prête à ce que ma daronne ou ma sœur aille dans la révolution quitte à mourir ? Tu parles d'un moment insurrectionnel, pas de la révolution qui est un processus historique long. Dans toutes les révolutions, il y a les morts, les gens. Et ce sera peut-être pas vous. Et dans tous les cas, on va, en soi, en manif, on risque déjà de perdre un œil. Je dis pas le contraire.
Mais j'ai juste, avant de vous jouer les bandeurs de révolution, demandez-vous si pendant les révoltes urbaines pour Naël, ce que vous pensiez. Si vous pensiez que les darons qui sont allés chercher leurs gosses dans la rue pour pas qu'ils aillent se faire buter par la police, en plus d'être noirs et arabes, parce que la police va les cibler, est-ce que vous les considérez comme contre-révolutionnaires par le fait que leurs affects leur ont fait aller chercher leurs gosses dans la rue? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, et la police est bien trop équipée aujourd'hui pour que vous pensiez que ça risque de pas être violent s'il y a un mouvement insurrectionnel, s'il y a quelque chose qui passe par la rue, vraiment. Moi, je suis en mode, si on peut faire du réformisme d'abord, bon. C'est un point de vue qui se défend, mais qui signe de nos privilèges. J'ai pas tant de privilèges que ça, moi, j'ai rien à y perdre, à part la vie. Et en soi, bon, je fais pas le suicidaire, donc je m'en fous un peu. Moi, c'est plutôt la vie des autres qui me touche. C'est plutôt ce truc de... Est-ce que je suis prête à voir mes camarades aller se sacrifier pour la lutte? Si ça marche pas. Oui, le moment où ça arrivera, j'y irai, tu vois. Sauf que, vraiment, j'ai vu les gauchistes bandeurs de révolution pendant les révoltes urbaines pour Naël critiquer en termes de contre... Pas forcément critiquer, mais parler de contre-révolutionnaires pour les darons qui allaient chercher leurs gosses, qui allaient se battre contre des flics, qui avaient des armes, et qui étaient noirs et arabes, donc qui risquaient de se prendre une balle à avoir un flic qui avait une cagnotte d'1 million. C'est ça le truc. Si vous considérez que les darons sont contre-révolutionnaires, c'est aussi parce que les affects nous font rattraper les gens. Si c'est pas la révolution, si on loupe cette fenêtre qui s'offre à nous aujourd'hui, l'occasion se représentera peut-être pas avant longtemps, et le RN passe au présidentiel. Ah, parce que vous pensez qu'une révolution, du coup, elle se passe qu'entre gauchistes. On vous gaslight pas totalement quand on vous dit que dans les Gilets jaunes, il y avait beaucoup de fachos. Parce que si le peuple se soulève, il y aura pas que la gauche. Hein. Sinon, on serait pas assez, déjà. Tous les autres, ils iraient travailler, et voilà. Tu psychotes trop. Toutes les révolutions... Regardez le Népal, il y a des morts, littéralement. Donc, avant de border la révolution, je veux préciser ce que tu appelles la révolution, le soulèvement du peuple. Que ça soit violent ou pas violent, mais juste le soulèvement du peuple. Même une grève générale. Les gens, quand les ouvriers ont fait tous leur grève générale, pensez pas que les flics sont pas allés les chercher au bout d'un moment, tu vois. Il y a des ouvriers qui sont morts parce qu'on les a forcés à travailler. Hein, pendant les grèves. Alors qu'ils avaient déjà leur droit de grève. Alors, et en plus, aujourd'hui, je sais pas. Aujourd'hui, quand on voit les flics à quel point ils sont armés, je sais pas. Après, moi, je vous dis, s'il y a une révolution, un mouvement insurrectionnel dans la rue, ou une grève générale, faire arrêter l'économie et tout, je serai là. Je serai toujours là. Moi, je veux... si la solution, elle se met en place et que je vois que ça part là-dessus, j'y vais. Mais en attendant, je suis réformiste. Voilà. Présenter des candidats, comment est-ce que vous allez réussir à la maintenir, cette union? Ça va être quoi votre ligne de conduite par rapport à ce moment-là? Bon, déjà... Pas besoin d'attendre une révolution pour que les flics tuent. Oui, mais donc t'imagines si on est tous face aux flics? Certes, on est beaucoup, hein. Mais je sais pas combien il faut être en ratio par rapport à un mec armé. Et en cuirassé, avec son petit casque. Un mot sur Glucksmann. Je ne comprends pas que cet homme est silencieux pendant des semaines et il prend la parole pour dire qu'il ne faut pas manifester le 10 septembre. Alors que franchement... il reprend la parole quand nous on cherche à mettre en place une primaire ou un candidat commun pour dire que jamais il ira là-dedans. Enfin, il est complètement à contre-temps. Et bon, voilà. Mais en fait, je suis pas d'accord. Je vois que ça débat du coup de les gens qui sont réformistes ont des privilèges. Je ne suis pas d'accord. En fait, quand dans tous les cas, tu vas crever de l'exploitation que tu subis, de tes conditions de vie, d'une balle d'un flic raciste, effectivement, que de toute façon, tu vas crever et tu luttes si tu peux. Du coup, ceux qui sont... Certains parmi nous ont le privilège de s'en préserver en restant dans le statu quo. Les gens... Vous pensez que les personnes discriminées, noires et arabes, pauvres, qui ont leur vie en danger, même les SDF, sont majoritairement insurrectionnels? Sont prêts à aller dans la rue prendre les armes? Et qui risquent donc de mourir d'une balle d'un flic, etc. Non! Majoritairement dans le pays, les gens sont dans leur aliénation, en fait. Se battent pour garder leur SMIC. Et ne sont pas prêts à l'insurrection. Même si ils sont déjà dans le risque de mourir. Malheureusement, il y a une perte de conscience de classe. J'ai pas dit que les gens étaient révolutionnaires. Non, mais même le fait de « Oh là là, est-ce que vous pensez vraiment que les gens ont peur d'aller mourir contre les flics alors qu'ils risquent déjà de crever de l'exploitation, des conditions de vie ou d'une balle d'un flic raciste ?» Malheureusement, non. Mais c'est ce que j'ai compris, Margot. Calme-toi. Respire. Je suis pas en train de t'accuser. C'est de l'égoïsme, mais pas vraiment. Je suis un peu du père. Bah, je sais pas, mais en fait, pour moi, ne pas être prêt à aller se battre contre les keufs, c'est pas être dans un privilège. Hein. C'est de la perte de conscience de classe, c'est de la perte du rapport de force, etc., etc. Même armée, bon. Oui, revoir l'histoire de la Colombie. Je sais pas. Mourir pour un futur incertain, c'est loin d'être admis par beaucoup de prolos, jeunes, tout ça. Bah oui, c'est ça le truc. Après, même quand on est politisé, bah les affects, parfois ça prend le dessus, et même sans parler de privilèges. Parce que les gens,
Déjà, sous Macron, je peux crever. Tu vois, si on m'enlève la LD, littéralement, je meurs. Ce n'est pas de la posture de privilège que je suis en train de vous dire. Et Macron veut me l'enlever, la LD. Et ça me donne envie d'aller dans la rue et tout casser, hein, je vous avoue. Moi, j'ai quand même pas envie de me faire buter. Parce qu'à ce moment-là, autant qu'on m'enlève juste la LD et que je meurs, tu vois. Pareil, ça fait 3 ans que je suis sans emploi. Oui, voilà, c'est ça. C'est normal d'avoir peur d'un truc où tu peux mourir. Où tu peux perdre des gens. Oui, en fait, l'insurrection, c'est pas un choix, c'est un phénomène qui s'impose de lui-même, peu importe qu'on le souhaite ou pas. Bah oui. Le nombre de gilets jaunes qui iront plus jamais dans la rue parce que ça leur a fait trop peur. Il y en a aussi, hein. C'est un des problèmes de la période. Et je pense que le Parti Socialiste devrait s'émanciper de cette affaire. Et c'est pourquoi, quand moi je travaille à l'unité... de la porte avait... Voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire par s'émanciper de cette affaire? Comme pendant le NFP... Que par ailleurs, un homme comme Raphaël Glucksmann, qui ne représente pas grand-chose, même la manière dont il parle du PS, c'est même pas respectueux pour le PS. Je veux dire, sans le PS, Raphaël Glucksmann ne sera pas candidat. Donc il y a un truc quand même qui est un peu... comment dirais-je? Vous voulez qu'il soit exclu, Raphaël Glucksmann, du parti? Non, mais c'est pas une question d'exclusion, c'est des questions de dynamique politique. Voilà. Je pense que des millions de gens cherchent un candidat, une candidate, cherchent un espoir pour pouvoir ne pas... Et au pire des gens, si vous pensez comme ça, les rejoindre à l'ORP. Non, parce que moi, j'adore RP. Franchement, si je devais m'engager en politique, ça serait à RP. Je voterais Mélenchon, non, ça n'exclut rien, mais je suis très en accord avec RP. Pas subir la défaite qui vient. Voilà. Et je pense, mais je ne veux pas avoir une polémique à ce micro entre vous, que dans Glucksmann, il y avait beaucoup aussi une déception, notamment par rapport à la formation dont je viens, et beaucoup de gens votaient Glucksmann pour ne pas voter notamment Mélenchon. Bon, mais ça ne tiendra pas la distance. Ça tiendra pas la distance. Ouais, après, j'ai oublié par rapport aux municipales. Ouais, alors, les municipales, la chose suivante. Moi, je pense que une hello, municipale, c'est plein d'élections. Mais je vais essayer de dégager une règle. Je pense que notre règle, et après il y aura les exceptions, c'est l'union. L'union. Moi, je suis plutôt sur une ligne qui est plus, je vais le dire de manière un peu vulgaire, partout où il y a des mairies de gauche, on les soutient, reconduction, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Pour que ce soit globalement la règle. Et partout où il y a des conquêtes à faire, on se partage pour y aller en union, pour reprendre des villes à la droite et l'extrême droite. Alors, voter Glucksmann pour ne pas voter Mélenchon. Hein. Général, il y a des alors que, je rappelle, le PS aux dernières élections présidentielles, c'est 1,7%. Même pas 2. 1,7. Où c'est quasi impossible. Parce qu'il y a des villes, il y a notamment... je prends l'exemple à Montpellier, Delafosse qui s'est fait connaître comme étant contre l'union. Il ne peut pas s'étonner qu'au premier tour, il n'y ait pas d'union, vu qu'il a passé son temps à insulter tous les gens qui voulaient l'union. Bah ouais. Mais il y a des endroits... Mais il faut un cap clair. Arrêtons de surjouer les désaccords. Et pourquoi je pense que c'est utile de faire ça? Parce que si on est dans une confrontation de gauche-gauche dans beaucoup de villes, on va mobiliser des centaines de milliers de militants dans des confrontations internes, alors qu'il serait bon qu'on puisse déployer des militants dans les villes de conquête. Entendez ça. Moi, ça me semble plus intéressant qu'on discute tous ensemble, de dire on garde les villes de gauche, mais quelles villes que la droite a prises, voire même que l'extrême droite a prises? Comment on y va? Par exemple, on pourrait mobiliser, faire des trains, des cars, comme on l'a fait aux législatives, pour aider les copains de Perpignan à reprendre la ville à Louis à Lyon. Ouais. Moi, je viens de Béziers, dans le sud. On va aider à combattre l'extrême droite. On essaie de faire... Ça, ouais, ça, c'est un truc. Mais après, c'est les militants d'où, en fait? Ça qui m'énerve, en fait. Si LFI veut gagner, il ne faut pas présenter JLM. Factuellement, il est vu comme un repoussoir. Oui, mais factuellement, il y a aussi des gens qui votent pour JLM parce que c'est JLM et pas par LFI, tu vois. Donc, factuellement, on sait pas. On sait même pas c'est quoi le ratio. Donc bon. Vous voyez, ça, on peut le faire. On peut le faire si on n'est pas scotché dans beaucoup d'endroits par des combats fratricides. Moi, source MDR. En fait, c'est ça, il y a quasiment que les militants de la France Insoumise qui existent, déjà, et qui sont allés militer pour des gens de Michel PS, des gens de Michel NFP, peu importe s'ils étaient PS, ELV, etc., etc. Donc, si tu veux même parler des logiques militantes qui ont fait qu'on était un groupe uni, et c'est vrai, en vrai, l'union des peuples de gauche et des militants de gauche derrière LFI, c'était basé. Parce que les gens sont prêts à choper les bus, choper des trains, choper des trucs pour tout bouger. Qu'il y a littéralement des camionnettes LFI qui font parfois le tour de France. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait les camionnettes solidaires. Pour aider les gens à remplir leurs papiers administratifs pour atteindre leurs droits, en fait. Que l'union du peuple, elle se fait grâce à LFI. Malheureusement, j'aimerais que ça soit plus de gens, mais de moins en moins, 3 ans de travail mental, ça fait de l'effet. Comme on l'a fait aux législatives, comme LFI l'a fait, toi t'as rien fait, t'as fait campagne contre LFI. Ah bah. Lors des législatives, c'est terrible. Mais vous avez des gens qui... c'est à 2 mois. Ah, cool. Et toute la gauche défilait à Montreuil avec beaucoup de force engagée dans cette bataille-là. Bah, toute la gauche, non, mais... Les Holovan, non. Mes anciens amis ont mis beaucoup d'énergie à faire en sorte que je sois battu. Et moi, je comprends pas, par exemple, pourquoi il y a 13 députés insoumis qui sont venus faire campagne contre moi, alors que quasiment aucun est allé aider Rachel Keke dans le Val-de... Oh là, je vais m'énerver. Ils sont allés faire campagne pour Salah Ali Ben Ali, la personne du NFP, oui. De Marne. Ça aurait été plus utile de défendre Rachel que de venir m'emmerder. Voilà.
Ça montre la stupidité. Bon, on venait pas de t'emmerder, on venait défendre la candidate du NFP qui s'appelait Sarah Ali Ben Ali et contre qui tu as décidé de te positionner contre. C'est lui qui a mis une candidature contre l'accord signé. Il s'est senti persécuté, Bébou. De la division, le poison du sectarisme. Et c'est un peu ma ligne au municipal. Mais le poison de l'électoralisme où tu t'es présenté contre le NFP, allô? Je dis ça de manière générale, il y a des villes où c'est compliqué. L'union, on doit démontrer. Et les municipales sont utiles déjà parce que des villes de gauche, c'est des points de résistance. Et moi, je suis pour que ça s'inscrive dans quelque chose qui est cohérent par rapport à l'échéance législative. Il a raison de dire que ce n'est pas la priorité. Les gens, je suis très contente d'avoir Ali Jouara au Parlement. Enfin, à l'Assemblée nationale. Ali Jouara a gagné contre Rachel Garrido. Désolé, j'aurais été très content de voir Sarah Ali Ben Ali dans l'Assemblée nationale. Je serais très content de voir enfin des gens qui changent, qui sont du quartier, qui sont pas des gens Michel parachutés qui n'ont rien à voir, etc., etc. Moi, j'ai rien contre les parachutés, surtout dans une élection nationale. Mais putain, on a Ali Jouara dans l'Assemblée nationale parce qu'on n'a plus Sabrina Ali... j'ai dit quoi? Sabrina Ali Ben Ali? J'ai dit Sarah Ali Ben Ali? Désolé. Ali Jouara, les gens, c'est random prolo qui vient des milieux antiracistes, noirs, donc ça rajoute en plus de la... Enfin, genre, c'est pas comme si on avait 12 milliards de députés noirs, S'il a pas mytho sur Rachel Keke, c'est chaud quand même. Oui, Rachel Keke, en vrai, Après, je sais pas pourquoi elle a sauté Rachel Keke, ça me rend tellement triste. Résistance, et moi je suis pour que ça s'inscrive dans quelque chose qui est cohérent par rapport à l'échéance législative et présidentielle qui vient. Après, si c'était pas présenté contre Sabrina Ali Ben Ali, ça aurait laissé plus de temps pour Rachel Keke. Mais bref. En gros, pour le dire... Genre, c'est l'œuf ou la poule, hein, donc... Si on se met sur la gueule comme des chiens dans les élections municipales, ce sera difficile et abstrait de faire l'union à l'élection présidentielle. Les gens sont pas... vous êtes tous des gens sérieux. Si on passe ton temps au municipal de dire tel communiste, tel socialiste, c'est un enfoiré, ça donne pas envie après de faire l'union législative. Elle a eu des militants aussi, Rachel. Oui, mais lui, il est en mode, est-ce que les militants qui sont venus dans ma circo pour Sabrina Ali Ben Ali, ils auraient pas pu aller faire la campagne de Rachel Keke? Bah, ils auraient pu si tu t'étais pas présenté contre le NFP, oui. Donc ça veut dire que l'après ne présentera personne en face d'un candidat de gauche ou d'une candidate de gauche qui a toujours été pour l'union. Ouais, ça oui, on peut le dire comme ça, et on va aider à ça. Je vais pas raconter... Qui a toujours été pour l'union. Oui. Mais on va essayer partout de plaider ça, pour que l'union se fasse, pour qu'on ne perde aucune ville et qu'on puisse en gagner de nouvelles. Voilà notre ligne. Donc si c'est pas un unioniste et que c'est un mec un insoumis, tu présenteras l'après. Ok, non mais on peut le noter. Peut-être une dernière question, Alexis Corbière. Je sais pas où est-ce qu'on en est dans le. On a encore du temps, il faut qu'on parle de l'extrême droite. Donc tu veux que j'aille sur. On l'a pas déjà fait, vous sur l'extrême droite, mais ne serait-ce qu'au niveau français, on voit aujourd'hui c'est l'extrême droite qui dicte son tempo avec l'aide et le concours de Bruno Retailleau et de quelques ministres macronistes. Bruno Retailleau, Darmanin... Enfin, tous les gens avec qui le PS a voulu faire des compromis, je suis assez d'accord. Ouais, c'est Prima... La gauche, elle est sur la défensive, sur la plupart du temps, sauf avec quelques les médias, mais qui sont en réalité quand même peanuts par rapport à la masse d'argent qu'il faudrait récupérer. Oui, et le PS a sacrifié la taxe Zuckman quand il est parti faire des compromis à sens unique avec la Macronie. Ils ont décidé de baisser la taxe Zuckman à 1% pour qu'elle soit plus acceptable pour les macronistes. Le compromis, il est même sur les 2% d'imposition sur le patrimoine des multimilliardaires. Même là-dessus, ils ont fait un compromis. 2% d'imposition. Littéralement un caillou dans leurs chaussures, c'est tout ce qu'on était. Hein. Mais bref. Comment la gauche, elle peut redonner envie? Comment elle peut enfin... Oui, c'est ça, donner envie et essayer de proposer des mesures pour aller de l'avant et arrêter d'être en permanence sur la défensive comme ça. C'est pas qu'une question de récit, c'est une question de proposition aussi. Mais vous allez trouver que je radote. Déjà, une des premières conditions, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, aucune force de gauche n'est en capacité toute seule de l'emporter. Ne nous racontons pas d'histoire. Donc la question de l'union, c'est pas que... c'est aussi une dynamique et quelque chose qui permet d'avoir un seuil de crédibilité pour les gens qui se posent des questions. Oui, deuxièmement... C'est un contenant, pas un contenu. Dans le contenu. Oui, alors, sur le contenu... Le menteur... Il y a des moments... Je veux bien qu'on dise parfois... 22%. La gauche, vous n'avez rien à dire, mais écoutez-là, c'est pas vrai. Quand nous posons la question de la taxe Zuckman, de dire dans ce pays il y a une accumulation de richesses et nous proposons une réponse fiscale qui fait en sorte que ceux qui ont accumulé des fortunes, vous connaissez les chiffres, hein, 9% du PIB, les 500 premières fortunes en 1996, aujourd'hui sont 41% du PIB. Justement, c'est pour ça qu'on demande si on ne pourrait pas les chercher encore moi, plus je loin. trouve que la taxe, on veut les taxer, oui. Zuckman, aujourd'hui, même ma vieille maman m'en a parlé l'autre jour, c'est quoi cette taxe qui a 90 piges et les gens commencent à discuter de ça. Deuxièmement, le débat sur celui de l'héritage doré, par exemple. Je trouve que c'est un débat qui est intéressant. Dans ce pays, il y a
de plus en plus, les principales fortunes sont en fait des fortunes d'héritiers, plus que vraiment des gens qui... voilà. Donc là, il y a un sujet que je trouve qui commence à se populariser sur le fait qu'on puisse avoir, sur l'héritage, une modification des choses qui permet que cet argent puisse être utile à la collectivité, notamment en faisant en sorte que des héritages supérieurs à 300 000 ou 500 000 euros, ce qui concerne uniquement 5% des héritages, parce que 95% c'est en dessous, on puisse avoir une redistribution plus importante. Enfin, moi, je trouve que... Ça, je suis d'accord. Moi, j'aime bien le fait un peu réformiste, même si à terme, j'aimerais bien qu'on supprime tout court l'héritage, parce que l'idée de collectiviser est un peu mieux. Mais ce que je veux dire, c'est que j'aime bien pour l'instant l'idée de faire passer à un taux mais après, c'est LFI, quoi. À un certain seuil, on te taxe et on taxe tout ce qui est au-dessus. Mais effectivement, les gens qui héritent de la baraque de la vieille ou d'un champ en Belgique ou de je sais pas quoi, de 5 balles, on n'est pas obligé de les taxer, quoi. Bayrou, il a voulu poser la discussion là depuis fin août sur la question fiscale, et l'impression que j'ai dans les discussions... Mais en fait, ce que je comprends pas, c'est pourquoi il focus sur la taxe Zuckman, alors qu'il veut s'allier avec le PS et pas avec LFI. Le PS est pour une révision de la taxe Zuckman vers la baisse, ne taxer que 1% du patrimoine des multimilliardaires, alors que LFI défend la taxe Zuckman. Enfin, oui, bon. C'est que vous, tous, tout le monde, on sait... C'est impopulaire de taxer fort l'héritage. C'est pour ça que si on taxe que l'héritage à partir de, pour lui, 10 millions... Moi, je pense qu'à 1 million, déjà, on pourrait taxer. Hein. Imaginez, vous héritez de 1 million d'euros, les gens. Ou d'un patrimoine de 1 million, genre un appart à Paris. Vous ne le ferez jamais de votre vie, hein, sachez-le. La plupart du chat. Sinon, faites des subs. Il n'y a pas eu de sub aujourd'hui, comme d'habitude. Vous ne m'aimez plus, à part chapeau. La taxe Zuckman, c'est comme le jour férié, c'est un point de pivot. Bah ouais, les GIS vont juste hériter durant leur vivant pour éviter ça. Ouais, mais sauf que, genre, tout ce qui est SCI, etc., tu peux le taxer aussi, en fait. Les gens qui font des dons de leur vivant, en fait, tu taxes les dons. Hein. Les dons sont taxés à partir d'un certain seuil aussi. La taxation des héritages, c'est tellement un scandale. Comment ça ? T'es pas d'accord avec le fait de taxer les héritages ? Ah, voilà, je vais rien dire. Intéressé à ces questions-là. Et il y a des idées qui avancent dans la société. L'idée que le capitalisme est injuste. Justement, que ce sont que des petits chiffres, justement. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer d'aller chercher encore plus loin, puisque ces petits chiffres, ils sont refusés. Merci, Echo. Ça nous a été refusé. 21 milliards, c'est pas un petit chiffre. Et donc, est-ce qu'il ne faut pas négocier beaucoup plus gros pour arriver à obtenir quelque chose ? Et pour mener la bataille culturelle, c'est aussi ça, en posant des... Voilà, la question, après c'est un rapport de force, c'est une discussion stratégique, et je suis prêt à avoir la discussion. Mais ne sous-estimez pas. Vous savez, le débat entre réformisme et révolution, on va le faire comme ça, c'est un vieux débat. Bon, écoutez, aujourd'hui est en train de se populariser dans le pays le fait que si on taxe à 2%, les 1500 qui ont des fortunes supérieures à 100 millions, on peut faire rentrer dans les caisses 21 milliards. C'est une idée incroyable. Et on popularise l'idée qu'en fait, contrairement au baratin qu'on nous raconte tous les jours, les principales fortunes de ce pays payent moins d'impôts que toi, que nous tous. Même dans les casinos, si tu gagnes 1 million, l'État te prend 150 000. Écoute-moi bien. Je n'en ai rien à faire. Tu vas gagner 850 000 euros, et moi. Les gens qui peuvent pas aller au casino, ils font comment ? Les gens qui n'héritent pas, ils font comment ? Frère, tu as 850 000 euros et tu pleures ? Il va falloir commencer à arrêter de pleurer. Hein, la fragilité des gens qui gagnent 850 000 euros. Désolé, il a mérité d'avoir bien tourné la roue. Oui, je suis en mode... je sais pas si c'est le cas d'ailleurs, mais venez, déjà on légitime pas le casino. Et surtout... Les gens, si vous avez 1 million d'euros, mes yeux sont secs pour la taxe que vous avez. Je suis désolée, hein. Il en perd 150 000 aussi dans l'histoire. Frérot, tu es riche. Je ne finis pas mes mois. Vous savez, je suis de gauche, mais j'aime la France. T'inquiète, nous aussi, hein. J'adore la France. Tu pleures avec 850 000 euros sur le compte. Putain, j'avoue, les gens. Chacun son combat. Moi, je peux pas me battre contre ça. De toute manière, c'est pas taxé. Vous êtes nés avant la honte. Est-ce que vous avez ces 1 million d'euros, vous ? Juste pour savoir. Pour savoir. Est-ce que vous êtes en train de pleurer pour vous ou pour des gens qui vont avoir 850 000 balles dans leur compte d'un bientôt ? Dans ma tête. C'est quoi 1 million ? Voilà, les gens. Je me verse 1200 ou 1300 balles par mois. Je paye un loyer. Je paye des taxes locatives. C'est-à-dire, littéralement... Je ne sais pas où va cet argent. Je paye l'essence, je paye l'électricité et je paye l'eau. 850 000, je prends. Ah, l'État a pris 1500. Mais il veut pas 200, 300 Moi, ça ne me dérange pas. La frérot, 700 000, je peux payer mes factures. Ah, mais pendant des années et des années. Nous, on pleure pour les 1%, pour que les 1% passent à travers. C'est vraiment, vous pensez qu'en suçant les riches, ils vont vous donner des billets ? Non, ils vont continuer de s'accaparer votre force de travail. Et de ne pas partager les richesses.
Ok, mais t'as un nouveau pull. Non, je l'ai depuis longtemps, c'est juste que j'ai sorti les pulls. Là, il fait froid ici, les gens. Attendez, il fait combien ? Il fait 21 degrés. Ça va. Mais ce matin, il faisait 9. Ah, je commence à déjà douiller un peu. Hein. Et tu payes tes dettes médicales. Oh putain, je pourrais tout payer. T'achètes à peine une maison avec piscine, mais pas sûr qu'elle soit chauffée. Exactement. 850 000, je tiens jusqu'à ce que je canne. Mais moi aussi. Hein. En vrai, ça fait combien par jour ? Sérieusement. On avance là-dessus. Si on arrive à faire, ce serait une victoire considérable. Pourquoi rentrer dans la discussion et dire non mais il faut avoir plus ? Essayons déjà de remporter cette victoire. Et je trouve qu'on a avancé. Regardez les études d'opinion, je voyais, c'est l'IFOP, les Français sont très majoritairement favorables à ça. Donc il y a une dialectique du mot d'ordre qui est important dans la période. Je vais te dire, le SMIC à 1 600 €, on peut dire ouais, c'est pas grand-chose. Et puis attendez, mais tu les perds pas tes 150 000. À 850 000, tu peux même être proprio en Normandie, voire même en Corse. Non mais les gens, j'achète une villa et j'ai une femme de ménage à vie aussi avec 850 000, je suis sûre. Je pourrais travailler et hop, bam. Ah ouais, bah non, tu les perds pas. La sécurité sociale, tu t'en sers pas toi ? Si ça finance la sécurité sociale, si ça finance tous les biens publics, tu t'en sers pas toi ? Tu t'assois jamais sur un banc public, tu vas jamais dans les parcs. En fait, ce qu'on cotise, c'est pour nous aussi, hein. Je suis prête à vous donner beaucoup d'argent si je peux avoir un hôpital qui fonctionne, moi. Je déteste cette malade. Oui, mais Nicolas aussi, il en profite. Vraiment, venez, on enlève la sécurité sociale. Ça va vous coûter combien l'assurance par mois ? Je pensais que tu disais qu'il y avait un moyen pour pas les payer tout court. Alors, il y en a un, babache, on a appelé ça l'exonération fiscale. Allez, on va vers les US. Oui, il va y avoir des Luigi Mangione très vite, hein. Quand il va falloir que vous payiez votre droit de sortir dans la rue, j'ai gagné 850 000, plus jamais je m'associe sur un banc public. Oui, alors que tu auras payé 150 000 pour. Mais ce que je veux dire, c'est que vous profitez du fait que les routes soient gratuites. Vous profitez du fait qu'il y a la sécurité sociale. Vous profitez, je dis pas ça dans un terme négatif de t'en profites. Non, ça revient en profit en tout cas. L'éducation nationale, si t'as pas de thunes, où est-ce que tu mets ton gosse ? Désolée, hein, mais ça te revient. Nicolas n'a aucune aide, il est obligé de vivre dans une cabane, dans la forêt, il ne peut se soigner ni s'éduquer alors qu'il gagne 2500 € par mois et c'est très grave. Mais oui, supprimer la sécurité sociale, ce n'est pas le move que vous pensez, hein. Vous allez devoir payer une assurance et payer tous vos soins. Vous savez combien ça coûte aux États-Unis un accouchement ? Voilà. Ça, les droitards qui vous disent je tombe jamais malade. Si vous voulez des enfants, il va falloir payer l'accouchement. 250 000 $. Il y a des gens qui s'endettent pour l'accouchement. Nicolas est protégé par la police qui paye ses impôts. Stop. Oui, déjà en plus. Bref. Une mesure extrêmement radicale. Non, ce que disait mon camarade, c'est que c'est en fait, les vraies mesures révolutionnaires, c'est les victoires que nous emportons. Le camarade Lénine disait un pas en avant vaut mieux que 1000 programmes. Remportons des victoires, même si et chaque victoire nous créera le rapport de force pour en remporter de suivantes. Et ça, c'est pas possible. Bah, tu ne payes pas que le jour de l'accouchement. Vous pensez que vous pouvez ne jamais aller voir un médecin pendant votre grossesse ? Toute une grossesse, le cumul, les échographies, ce genre de choses, 250 000. La chambre. Le suivi de grossesse, oui, voilà. Ça me semble être quelque chose sur lequel, en termes d'hégémonie culturelle, le fait que les services... Il a dit camarade de Lénine, il s'identifie à Staline, quoi ? Chaque victoire, le programme. Remportons des victoires, même si... Et chaque victoire nous créera le rapport de force pour en remporter de suivantes. Et ça me semble être quelque chose sur lequel... en termes d'hégémonie culturelle, le fait que les services publics sont indispensables, le fait que le travail ne paye pas assez, le fait qu'il y a des injustices progressent dans la société. Et nous, on doit essayer de capter ça et le traduire dans des propositions, ce que tout de même nous faisons. Il y a aussi un sujet historique à gauche, c'est l'émancipation. La citation de Lénine. Oui, ils aiment bien faire des citations sans jamais en comprendre le sens. Désolé, mais Tondelier qui dit l'écologie sur la lutte des classes, c'est le capitalisme. Non. L'écologie sans lutte des classes, c'est du jardinage. Ok, mais est-ce que tu l'as compris, cette phrase ? Est-ce que tu as compris que ça s'oppose du coup à tes ZFE pour lesquels tu te bats ? Est-ce que tu as compris ça, par exemple, Marine Tondelier ? Hein, vous pouvez arrêter de demander Marine Tondelier, elle a littéralement fait la campagne de Jadot face à Rousseau. C'est pas la gauchiste que vous pensez. Hein. Dire « Ah, mais c'est flou, on sait pas ». Si, elle préfère Jadot à Rousseau. Moi, je pense qu'on sait. Hein. C'est là-dessus que je suis partagée. Je pense qu'en tout cas, j'ai l'espoir que quelques projets marquants avec un vrai gain social convainquent plus de gens pour convaincre du vote à gauche. Mais la manière d'y parvenir sans être trahi en cours de route est une question compliquée. Oui, pour moi aussi, Z Render. C'est que parfois, je me dis... En fait, c'est pour ça, c'est genre, de temps en temps, je doom et je suis en mode... Attendez, quoi ? En vrai, 5 ans de dictature de Mélenchon.
Tu les convaincs que les gens, tu peux augmenter leurs avantages sociaux. Qu'il y a des gens qui les spoilent leur richesse. Que tu peux faire en sorte que, avec une vraie politique sociale, ils vont mieux. Mais après, ils voteront toujours à gauche, même s'ils ont des affects racistes. Mais comment on met en place une dictature de Mélenchon pendant 5 ans ? Je sais pas. J'y réfléchis en tout cas. C'est dans mon programme. J'ai un point JPEG sur mon ordinateur qui mène à un lien, qui mène à un doc-texte, pas sur Word parce que Word on boycotte, avec marqué « Première étape pour mettre en place la dictature de Mélenchon ». Et après, il n'y a pas de suite. Mais Mélenchon veut pas de dictature de la fille pendant 5 ans, cela dit. Oui, mais moi, si. Est-ce que j'ai le droit ? Merci. L'émancipation des peuples par l'anticolonialisme. Aujourd'hui, l'extrême droite, on la Tondelier a dit que les LFE, c'était de l'écologie de droite, puis elle s'est mise à les défendre. voit en Israël colonisé de manière violente, de manière génocidaire. Est-ce que tu penses que le sujet de Gaza, qui mobilise la jeunesse en France, on le voit, est-ce que tu penses que c'est un sujet qui peut faire un point de bascule pour une génération ? Ah ben, indiscutablement. Chourmessi qui parle de génocide à Gaza ? Ah ouais. Il a changé de ligne ? Il semble que dans les années 60. Je croyais que c'était un projet décolonial en fait, mais bon. La guerre du Vietnam a été un formidable vecteur de mobilisation. En fait, tous, on voit les images, Woodstock, toute la jeunesse, notamment le rock américain, était très mobilisé sur cette guerre. Il y a eu des guerres comme ça qui ont marqué une jeunesse. La guerre d'Algérie en France a été un élément de mobilisation de la jeunesse étudiante. On sait que le syndicalisme étudiant était là-dessus. Et ça me semble une évidence que la jeunesse extrêmement mobilisée pour la défense du peuple palestinien sera marquée à vie par cette mobilisation. C'est indiscutable. Et c'est magnifique que la jeunesse se mobilise. C'est quelque chose qui est un acquis précieux. Et après, on a sous les yeux quelque chose de tragique. C'est que le gouvernement israélien aujourd'hui est un gouvernement d'extrême droite qui développe un discours d'une xénophobie. Putain, là, on retrouve l'argument de Rima Hassan qui dit en fait, les gauchistes qui veulent défendre la Palestine en se focusant sur le gouvernement actuel et sur Netanyahou en disant que oh là là, c'est à cause d'eux, ne comprennent rien à ce qu'est Israël. Je deviens Rima Hassan. Un projet décolonial, MDR, c'est la première fois que je l'entends celle-là. C'est ce qui a été défendu sur Brexit, quand le génocide avait déjà commencé. Israël, projet décolonial. Il faut la paix. Youpi. Totale. Et moi, je pense qu'il faut être du côté de nos amis, évidemment, du peuple palestinien, mais ne pas hésiter, vous le faites à l'humain. Aussi, la société israélienne, je pense notamment à l'organisation Standing Together, qui se mobilise. Vous avez des manifestations de centaines de milliers d'Israéliens qui portent des sacs de nourriture sur le dos pour les amener à Gaza. Et il faut qu'on crée, il faut rester internationaliste dans la période. C'est-à-dire la solidarité entre les peuples. Et moi, je continue à penser que le peuple palestinien, évidemment, les camarades doivent faire la jonction avec ceux qui, en Israël, refusent ce gouvernement d'extrême droite. À tout moment, essayer d'éviter la confrontation. Et voilà. Et la question, c'était, ben oui, il y a une génération Gaza, indiscutablement, parce qu'on a vu sous nos yeux un massacre terrible. Les différentes instances internationales qui disent attention. Et moi, je continue à penser que le peuple palestinien, évidemment, les camarades doivent faire la jonction avec ceux qui, en Israël, refusent ce gouvernement d'extrême droite. À tout moment, essayer d'éviter la confrontation. Et voilà. Et la question, c'était, ben oui, il y a une génération Gaza, indiscutablement. Mais ils sont pas tant que ça, Alexis. Et vous inquiétez pas, on communique déjà avec eux. Indiscutablement, parce qu'on a vu sous nos yeux un massacre terrible. Les différentes instances internationales qui disent attention, il y a risque génocidaire. On a vu le droit international, après avoir dit ça, l'inaction des gouvernements. En fait, il y a une pédagogie sombre dans tout ça, mais qui restera une expérience politique qui aura marqué toute une jeunesse. On dirait qu'ils bandent le fait qu'il y a un génocide en disant ouais, quand même, ça nous a un peu liés, quoi. Justement, Alexis Corbière, dernière question. Pour participer à la résolution de la guerre à Gaza et enfin que le peuple palestinien puisse vivre dignement, à quel point est-ce que l'Europe peut jouer un jeu, mais surtout si demain il y avait un gouvernement de gauche qui arrivait en France, est-ce qu'on a des alliés? Est-ce qu'il y a moyen de faire bouger cette Union européenne ou pas? Ça, ce sera difficile, mais on a vu qu'il y a des gouvernements espagnols et d'autres qui ont pris des mesures. Moi, ma ligne, c'est celle du boycott, des ruptures de traités internationaux. Il faut mettre la pression sur le gouvernement actuel, ça me semble une évidence. Mais tiens, là-dessus, je reviens à ma marotte. Vous savez, contrairement à ce que certains ont dit, j'ai trouvé que, y compris sur la question de la défense du peuple palestinien, le NFP, toute formation confondue, quand on y regarde de près, a dit la même chose en vérité. Ou aujourd'hui dit la même chose. Ah bon? Aurore Laluc qui dit oh ça va, Israël c'est une démocratie. Bah Israël on va pas censurer I-24. Par contre la Russie oui, mais pas Israël. Et puis Jérôme Gage qui dit moi je suis un sioniste pro-palestinien. Mais
Attendez, mais c'est quoi ce mensonge? Le génocide, c'est quand même moins vrai. Mais, bah, je veux dire, à qui tu penses? Même Olivier Faure, il parle de génocide aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. Ouais, mais Parti attends. socialiste, Ah au bah début- ça va, il se réveille un peu tard. Macron, il parle aussi de reconnaître un État palestinien aujourd'hui, hein. Donc ça va. On est d'accord avec Macron au final, c'est bon. Oh là là. On n'avait pas la ligne, effectivement, mais- de tous les autres, exactement. Les amis, La lettre du PS. la question, c'est pas de savoir qui est le premier qui a dit quoi. Mais oui, la question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on dit tous la même chose? Non mais, Non, la question c'est aujourd'hui pourquoi il y a un génocide qui a été laissé faire. Mieux vaut tard que jamais. Oui, après moi je reste dans le mieux vaut tard que jamais. Je suis contente que Macron il fasse des choses enfin maintenant, même s'il n'en fait pas grand chose et que ça n'arrête pas le génocide.